Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre pour cette première édition complète de la soirée. Sur Al-Oula, voici les titres de l'actualité. À Rabat, Sa Majesté le Roi inaugure le complexe socio-éducatif, sportif et médical El Nahda, un projet INDH pour un investissement de plus de 50 millions de dirhams. Au Palais Royal à Rabat, le souverain a reçu hier Nizar Baraka, nouveau secrétaire général du parti de l'Istiqlal. Son Altesse royale, la princesse El Hasna, présidente de la fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement, procède au lancement des travaux de réaménagement du jardin d'essai botanique de Rabat. Un air de nostalgie souffle sur la cité des Alizés qui célèbre la 14e édition des Andalousies Atlantiques. C'est parti pour de belles aventures musicales, un retour aux plus envoûtantes des Qsa et des autres mouachahat de la grande Andalousie. À la une ce vendredi, Sa Majesté le Roi Mohamed VI a procédé à l'arrondissement Youssoufia à Rabat à l'inauguration du complexe socio-sportif et médical intégré El Nahda réalisé dans le cadre de l'INDH, un investissement de plus de 50 millions de dirhams. Mohamed Etlishkar pour les développements. Le nouveau complexe socio-éducatif, sportif et médical intégré El Nahda offre un cadre propice d'accueil et d'accompagnement des personnes cibles, les femmes, les jeunes, les personnes à besoins spécifiques, les personnes âgées et les retraités notamment, à travers des actions d'écoute et de conseil, des activités culturelles, éducatives, sportives, qui visent la consolidation de la justice sociale. Le nouveau complexe assurera ainsi des formations au profit des femmes en situation difficile et des jeunes en vue de faciliter leur intégration socio-économique. Le complexe socio-éducatif, sportif et médical intégré Nahda abrite un centre de formation et de renforcement des capacités des femmes et des jeunes, comportant des salles de formation, d'informatique, de lutte contre l'analphabétisme, d'art ménager, de coupe-couture, de coiffure esthétique, en plus d'une bibliothèque et d'une crèche. Et il comprend également un centre régional de rééducation et d'appareillage orthopédique, abritant notamment des salles de consultation, d'orthophonie, de kinésithérapie, de psychomotricité, de marche ainsi que des ateliers de mesure, de fabrication, de montage des appareils orthopédiques. Le centre bénéficie à plus de 35 personnes par jour. Il est le deuxième du genre à être réalisé par l'INDH, l'Initiative nationale pour le développement humain, après celui de Tétouan. Le complexe comporte enfin un centre pour personnes âgées et pour retraités, en plus d'une salle polyvalente de conférences et de sport. Toujours à Rabat, Sa Majesté le Roi a lancé cet après-midi les travaux de construction de la nouvelle gare routière qui sera réalisée sur un terrain à proximité du complexe sportif Prince Moulay Abdallah. Coût du projet, 160 millions de dirhams. Il sera réalisé dans un délai de 36 mois. La future gare bénéficiera d'un accès direct à partir de l'autoroute Rabat-Casablanca et comportera 146 quais pour autocars, un parking pour stationnement courte et longue durée et des espaces de restauration. Nous y reviendrons bien sûr pour les développements dans nos prochaines éditions. Le nouveau secrétaire général du parti de l'Istiqlal, Nizar Baraka, reçu hier par Sa Majesté le Roi Mohamed VI au Palais Royal de Rabat. Et ce, comme il est d'usage pour le souverain de recevoir les nouveaux secrétaires généraux des partis politiques. À cette occasion, Sa Majesté le Roi a loué les qualités de Nizar Baraka, ainsi que l'abnégation et le dévouement dont il a fait preuve dans l'accomplissement des différentes missions qui lui ont été confiées. Le nouveau leader du Parti de la Balance a affirmé à sa sortie de cette audience royale que celle-ci constitue une véritable impulsion pour l'action de son parti en tant qu'acteur principal dans la réhabilitation de la vie politique. Écoutez-le. J'ai été reçu par Sa Majesté le Roi Mohamed VI, en tant que secrétaire général du Parti de l'Istiqlal.
Cette réception est une grande fierté pour l'ensemble des Sirlaliens et Sirlaliennes et c'est aussi une véritable impulsion pour notre rôle en tant je dirais, qu'acteur principal pour réhabiliter la vie politique dans notre pays et contribuer à apporter des réponses aux grandes problématiques qui sont posées et surtout contribuer à créer en fait cette société que veut le souverain, une société équilibrée, solidaire et qui donne en fait une perspective pour l'ensemble de ses concitoyens. Signalons en bref ces deux messages de félicitations adressés par Sa Majesté le Roi au président de la République de Turkménistan à l'occasion de la fête nationale de son pays. Message royal similaire au gouverneur général de l'État de Saint-Vincent et les Grenadines Frédéric Ballantyne en cette même occasion. Le souverain a également adressé un message de condoléances à la famille du grand résistant feu Mohamed Ajar Saïd Bounailet, président du Conseil national des anciens combattants et ancien membre de Libération, décédé récemment à Casablanca. Dans ce message, Sa Majesté le Roi salue les qualités du patriotisme sincère du défunt et son ferme attachement aux constantes de la nation et à ses valeurs sacrées, louant l'attachement indéfectible qu'il vouait au glorieux trône à Alabite, ainsi que les sacrifices consentis par le défunt qui était au premier rang des résistants et braves militants qui ont lutté avec dévouement pour la liberté et l'indépendance du royaume et la défense de son intégrité territoriale. Cet après-midi, Son Altesse royale, la princesse Lalla Hesna, présidente de la Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement, a procédé au lancement des travaux de réaménagement du jardin d'essai botanique de Rabat. Sur l'axe principal. Donc le jardin. Nous sommes ici. Nous allons monter. Et les développements dans notre prochaine édition à 21h. La Chambre des représentants tiendra lundi une séance plénière consacrée aux questions mensuelles orales relatives à la politique générale, auxquelles répondra le chef du gouvernement. Cette séance débutera à 15h. Également à la une de l'actualité législative, une réunion de concertation parlementaire africaine sur la vision du continent au sujet du développement durable et du climat prend place à Rabat. Une réunion qui intervient dans le cadre des préparatifs de la COP23 qui aura lieu en novembre prochain à Bonn. Elle vise à promouvoir la participation des parlements africains dans les instances internationales pour défendre les intérêts stratégiques de leur pays dans la lutte contre le réchauffement climatique. Roudem Sahel, Zakaria Mouqinbillah. La COP23, c'est dans moins de 10 jours à Bonn, en Allemagne. Conscients de l'importance de leur rôle, les parlementaires africains se concertent pour coordonner leurs efforts. Des représentants de parlements régionaux et provinciaux africains travaillent à unifier leurs positions lors du sommet mondial du climat COP23. C'est une réunion extrêmement importante. Avant d'aller à la COP23, en tant qu'Africains, nous devons échanger et parler d'une même voix. La dynamique que connaît l'Afrique et les initiatives de Sa Majesté le Roi dans ce domaine, ainsi que la mobilisation continue en faveur de la position de l'Afrique, donnent un poids et une force aux négociateurs africains lors de la COP23. هادشي كله كيشكل في حد ذاته ايجابيه، هادشي كيعطي قوه كذلك بالنسبه للمفاوضين الافارقه في القمه 23. Les participants œuvrent à l'engagement des parlements africains pour lutter contre les changements climatiques. Un problème crucial pour le continent et son développement durable, alors que l'Afrique ne produit que 3,8% des gaz à effet de serre. Le combat du développement est global. C'est un combat global. Les États africains, tous sont touchés par les effets pervers des changements climatiques. Les États africains subissent les effets des changements climatiques alors que les pays africains ne polluent pas. Cette concertation sous l'égide de la présidence du Royaume du Maroc qui veut en ce moment unir tous les
président du Parlement, unir toutes les organisations parlementaires en Afrique pour que nous ayons à Bonn avec une position commune qui est sortie de Marrakech dans le COP22. Grâce à cette réunion, les parlementaires africains peuvent échanger et partager leurs expériences. Les participants vont aussi formuler leurs attentes et leurs recommandations pour pouvoir impacter les négociations lors des conférences des partis ou des réunions bilatérales. Une nouvelle ligne directe aérienne relie désormais Dakhla à Paris. Cette ligne représente le début d'un grand nombre de vols qui seront ouverts vers la ville. Le vol inaugural Paris-Orly-Dakhla a été effectué hier à bord d'un Boeing 737 d'une capacité de 189 sièges. Il s'agit d'une ligne hebdomadaire qui sera opérée tous les jeudis pour un tarif de 69 €. À l'international, le bras de fer continue entre Madrid et Barcelone. Alors que le Sénat espagnol a voté l'application des mesures prises par le gouvernement pour placer la Catalogne sous tutelle, Mariano Rajoy a demandé l'éviction de Carles Puigdemont et de son gouvernement régional. Le gouvernement conservateur demande également à la Chambre haute de lui donner le pouvoir de nommer, démettre et remplacer dans tous les organismes et entités qui dépendent de la Généralitat. Le régime de Damas responsable de l'attaque au gaz sarin le 4 avril sur la ville syrienne de Khan Sheikhoun. C'est ce que révèle le rapport des experts de l'ONU et de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques. Les éléments rassemblés vont dans le sens du scénario le plus probable selon lequel le gaz sarin a été le résultat d'une bombe larguée par un avion. Ce rapport très attendu a été aussitôt critiqué par Moscou pour qui la lecture de ce rapport montre de nombreuses contradictions et des preuves non confirmé selon le ministre adjoint russe des Affaires étrangères. Et la situation humanitaire va de mal en pis dans le secteur de la Ghouta orientale tenu par la rébellion dans la banlieue est de Damas pour cause les difficultés liées à l'acheminement de vivres et de médicaments pour porter secours aux 350 000 Syriens qui sont pris au piège. Un convoi de l'ONU a atteint pour la dernière fois l'enclavement assiégé le 23 septembre et pu alors livrer de l'aide pour 25 000 personnes. Au Kenya, le boycott de la présidentielle marque la division du pays. Le scrutin dénoncé par l'opposition n'a pas pu se tenir dans l'ensemble du territoire. Le taux de participation s'élève à 34,5%. Hier, au moins 4 personnes ont été tuées lors des meutes en marge du scrutin. Les opérations de compilation des résultats se poursuivent et il semble que la balance se penche du côté du président sortant Uhuru Kenyatta face à son rival historique, l'opposant Raila Odinga, qui a décidé de ne pas participer à ce qu'il qualifie de mascarade électorale. Et sont de retour les Andalousies Atlantiques des Sabira pour le plus grand plaisir des mélomanes. Une 14e édition placée sous le signe de l'exception avec comme finalité une célébration riche en couleurs des valeurs de paix, de partage et du vivre ensemble. En ouverture, l'orchestre Mohamed Al-Arabi Temsamani et l'icône de la musique judéo-andalouse, le rabbin Haïm Louk. Abdani Tahrabi, Mounia Marouche. Une soirée musicale éclectique éblouit la ville des Sawira. Le chanteur Rabin Haïm Louk emporte le public dans un lent périple où les mots dansent avec élégance, passion et émotion dans la pure tradition de l'école andalouse. Le Festival des Andalousies Atlantiques chante gracieusement la diversité culturelle. Nous allons ravir les gens à travers un florilège de chansons extraites du répertoire musical andalou et de liturgie juive. C'est un genre musical qui s'appelle matroz. Le monde doit s'inspirer de la coexistence et de la tolérance qui existent au Maroc.
Je suis très heureux parce que les habitants des Saouira sont présents ce soir. Même les femmes Souiri qui ne sortent pas le soir sont là dans leurs habits traditionnels et assistent à ce concert andalou. Ce soir, la relève andalouse est en vedette. De jeunes musiciens sont venus de différentes villes du Maroc pour donner un éclat à ce patrimoine riche et très authentique. Ce festival, à chaque édition, apporte du renouveau et du rayonnement. Ce festival assure la relève à travers la présence de différentes chorales. De jeunes musiciens et enfants participent à cette édition qui insiste sur la coexistence et le vivre ensemble. Depuis sa création en 2003, le Festival des Andalousies Atlantiques est un véritable rendez-vous de la musique du vivre ensemble, un hymne aux valeurs humanistes. Un mot sport maintenant. Le Wydad affronte demain les Égyptiens d'Al Ahly en finale aller de la Ligue africaine des champions. Le match aura lieu en Alexandrie à 18h heure marocaine. Le club casablancais doit absolument réaliser un bon résultat. Les hommes de Hossein Amouta doivent préserver leur cage en Égypte pour aborder avec plus de confiance et de sérénité le match retour qui aura lieu à Casablanca le 4 novembre prochain. Le vainqueur de cette finale représentera l'Afrique à la Coupe du Monde des clubs qui sera organisée par la FIFA en décembre prochain aux Émirats Arabes Unis. Et ce rappel pour finir, nous devrons bientôt repasser à l'heure GMT. Cela se fera après-demain dimanche à 3h du matin. Pour régler vos horloges, il suffit donc de les retarder d'une heure à 3h. Il sera concrètement 2h du matin. Et avec ce retour à l'heure d'hiver, nos rendez-vous d'information changeront aussi d'horaire. À partir de dimanche donc, et nous aurons le plaisir de vous retrouver à 18h30. La principale édition de la journée sera diffusée à 20h30. Les JT en langue amazigh et espagnole à 14h. Et puis, pas de changement pour l'édition de la mi-journée qui sera maintenue à 13h. Et le dernier bulletin d'infos aux alentours de 23h15. Et c'est ici que nous refermons ce journal. Merci à vous de nous suivre à 21h. D'autres titres de l'actualité avec Qaïs Mouhsine. Bon début de week-end à tous.